Je suis ravie, c'est le premier impromptu de la saison, c'est des rencontres qui ont lieu tout au fil de la saison par rapport à certains spectacles. Le principe de l'impromptu, c'est que l'artiste, le metteur en scène, la metteuse en scène, ou l'auteur ou l'autrice du spectacle propose une rencontre avec quelqu'un qui a compté dans le processus de création de ce spectacle. Merci beaucoup. Et donc, Cosmos, le spectacle que vous allez voir tout à l'heure, qu'on a coécrit avec Kevin Kais, qui est auteur associé au projet de la direction. C'est un projet qui a 3 ans maintenant, et dans ces étapes de construction, il y a eu une année entière pendant laquelle on a fait des interviews de différentes astrophysiciennes pour construire le sujet de notre recherche. Et donc on a fait la connaissance de Nabila Aghanim, qui est là ce soir, enfin cet après-midi, on n'est pas encore le soir, qui est là cet après-midi avec nous, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est astrophysicienne et qui est spécialiste du fond diffus cosmologique. Je vais commencer les rencontres en posant quelques questions et après, évidemment, ce sera ouvert à vos questions à vous. Alors, il y a des gens qui ont vu le spectacle qui peuvent poser des questions en relation, mais Nabila ne l'a pas vu, donc je vous préviens, elle va le voir tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez évidemment lui poser des questions plus spécifiquement sur les questions que vous pouvez avoir sur son sujet de recherche ou sa pratique. La première question que je voulais te poser, c'est quoi le fond diffus cosmologique? Parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde ici. Alors tout d'abord, moi je voudrais vous remercier en fait de m'avoir invité à cette rencontre. C'est assez inhabituel pour moi d'être associée à une création artistique et je trouve que c'est super parce que ça casse un peu les frontières entre les sciences notamment dures et l'art. Je vous remercie aussi d'être ici nombreux et j'espère que je pourrai vous éclairer sur le fond diffus cosmologique et surtout échanger sur le fait que finalement quand on est chercheur, chercheuse, on a aussi une démarche quelque part de compréhension mais aussi de création artistique au sens où on construit des scénarios, on construit des théories pour expliquer ce qui nous entoure. Et le fond diffus cosmologique, c'est le sujet de mes recherches essentiellement, et c'est cette lumière qui a rempli l'univers et dont on pense, en tout cas, dont la théorie nous explique que c'est un reliquat, la plus vieille lumière de l'univers. Donc le fond diffus cosmologique, c'est un petit peu une prédiction de la théorie du Big Bang. Cette théorie qui a pour objectif, ou ce scénario qui a pour objectif d'expliquer finalement l'histoire de l'univers, nous dit que dans un passé très très reculé de l'univers, on ne pouvait décrire la structure complète du cosmos que par un espèce de gaz très chaud, très dense, et que du coup, cette température, cette pression, ces caractéristiques très extrêmes de l'univers vont faire que ce gaz va rayonner. Un petit peu comme quand on chauffe une casserole, on chauffe du métal et que finalement il rayonne. D'ailleurs, on voit même passer du rouge au blanc en fonction de la température. Donc ce gaz qui décrit l'ensemble de notre univers rayonne et rayonne une lumière. Et cette lumière va se déplacer, ces photons vont se déplacer, vont remplir l'univers au fur et à mesure que celui-ci va se former. Et cette lumière, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors pendant toute une grande période de l'univers, pendant environ 400 000 ans de son histoire, les premiers 400 000 ans de son histoire, l'univers a à peu près 14 milliards d'années, pendant environ 400 000 ans, cette lumière, ces photons sont présents, mais par contre on ne les voit pas. Et on ne peut pas les voir parce qu'ils interagissent continuellement avec le gaz qui a une forme de ce qu'on appelle un plasma, donc un gaz ionisé, des électrons, des protons, des charges. Et on sait par la physique de tous les jours, que les photons qui forment la lumière interagissent avec les charges. Et interagissent un peu comme des boules de billard. Ils vont rebondir. Et le gaz est tellement dense que ces rebondissements vont faire que les photons sont piégés. Piégés pendant 400 000 ans. Et après 400 000 ans, pendant 400 000 ans, l'univers grandit. La densité de ces charges diminue puisque le volume augmente et donc les interactions vont diminuer et donc les photons interagissent de moins en moins avec les charges jusqu'à un moment où ces photons vont se libérer et en se libérant vont pouvoir être accessibles à nos observatoires. Et ce qui est super et fantastique dans ce processus, c'est qu'en fait ces photons qui sont créés au tout début de l'univers gardent en mémoire l'histoire de ces
400 000 premières années de l'histoire de l'univers, le tout début, dont on ignore beaucoup, et surtout en traversant, en continuant de se répandre dans l'univers qui s'expand, vont nous renseigner sur toute l'histoire de la formation des structures, depuis les premières étoiles, les premières galaxies, les premiers amas de galaxies, les filaments cosmiques, les vides cosmiques, la toile cosmique. Et donc c'est un moment charnière de l'histoire de l'évolution de l'univers, et c'est aussi une observable fondamentale de ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie moderne. Et qu'est-ce que c'est les outils? Parce que tu nous avais un tout petit peu montré quand on avait fait l'interview, les outils pour voir à quoi ressemble le fond diffus cosmologique. Alors on n'a pas d'image, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un peu à quoi ça ressemble? Alors quand on regarde vraiment une image du fond diffus cosmologique, on peut être très très déçu. Parce qu'il ne s'agit absolument pas des super belles images de galaxies, de nébuleuses, d'organisation de galaxies, d'amas de galaxies et tout. En fait, il s'agit de taches, d'un espèce de fauvisme, des petites taches de tailles différentes. D'ailleurs, je dis petites parce qu'il y en a aussi des grandes, dont on choisit bien entendu les couleurs. On peut les voir en noir et blanc. On a choisi une palette de couleurs qui nous permet d'être joyeux. C'est dans les oranges et les bleus. Donc voilà, si vous regardez sur Internet et vous regardez fond diffus cosmologique, vous verrez cet ovale qui en fait est une représentation de la sphère céleste. Alors c'est un peu comme un planisphère, hein. On a la Terre, c'est une sphère, mais quand on veut étudier avec des mathématiques, avec des outils, formels, par exemple la distribution des océans ou la distribution des continents, qu'on veut faire une traduction mathématique de ce qui est sur la sphère, notre Terre, on peut faire exactement la même chose dans la sphère céleste, celle qui nous entoure complètement. Eh bien, on a un peu la quadrature du cercle, à savoir transformer une sphère en quelque chose de plat et faire un planisphère. Alors, un planisphère, il y en a de différents types. Il y a des planisphères qui sont faits carrément des carrés. Hein. C'est ce qu'on avait avant, il y a très très longtemps dans les salles de classe avec une espèce de rectangle et on voit les continents et ils sont tout déformés. On a des représentations qui sont en forme de deux hémisphères, comme si on regardait la première partie de l'hémisphère nord, la deuxième partie de l'hémisphère sud. Et on a une représentation géométrique qui est en forme d'ovale. Et donc en fait, ça ressemble, et je vais prendre l'actualité du jour, à un ballon de rugby avec des taches. Et donc c'est pas très très joli. Mais néanmoins, ces petites taches de différentes couleurs représentent l'intensité de ces photons, l'intensité de la lumière, la température de la lumière. Je vous ai dit, quand on parle finalement de lumière, on parle de quelque chose qui a été émis, et quelque part, il y a une information de la température. Et donc, en fait, ces différentes taches nous renseignent sur la température qu'avait l'univers au tout début, à différentes échelles. Et en analysant la statistique, c'est-à-dire par exemple la fréquence, le nombre de fois qu'on voit des taches d'une telle taille, leur intensité, toutes ces informations sur la statistique de ces taches et peut-être modélisées, peut-être comprises avec bien entendu des modèles physiques et mathématiques, et ça nous renseigne sur la taille de l'univers, sur son expansion, sur son contenu en matière, son contenu en énergie, son contenu en photons, sur parfois même un peu son devenir, puisqu'on étudie le taux d'expansion de notre univers et on peut extrapoler vers une expansion infinie ou vers un collapse. Et donc voilà le genre d'informations qu'on a. Et ces objets, enfin c'est cet objet qu'on voit, le fond diffus cosmologique, en fait on ne peut y avoir vraiment accès de manière assez précise pour poser et répondre à toutes ces questions qu'à travers des observatoires essentiellement spatiaux, donc des instruments embarqués dans des télescopes spatiaux. Et en particulier, une grande partie de ma carrière a été de préparer, d'exploiter et de continuer d'étudier les résultats du satellite Planck, qui est une des pierres angulaires de l'Agence spatiale européenne, un satellite qui a été pour un satellite et un instrument dont l'essentiel a été mené par la communauté française, en partenariat avec le CNES. Et j'allais te demander justement, quand est-ce qu'on a commencé vraiment à avoir les outils et à quel moment en fait on a pu vraiment commencer à travailler sur le fond diffus cosmologique dans l'histoire de la science? Alors, c'est une très très vieille histoire parce que les outils sont de deux types. Il y a l'outil conceptuel et il y a l'outil opérationnel. L'outil opérationnel, c'est a-t-on des observatoires, des détecteurs assez puissants ou assez
performants? A-t-on des ordinateurs? A-t-on des calculateurs pour faire nos méthodes? Mais il y a les outils conceptuels. Et en fait, finalement, les outils conceptuels sont les outils les plus importants. Parce qu'il faut se sortir d'un cadre qui permet d'envisager un scénario, une compréhension différente. Et cet outil conceptuel, finalement, il date des années 1920-1915, quand des grands scientifiques comme Lemaître ou des grands observateurs comme Edwin Hubble se sont dit, et bien avant en fait, dès le XVIIe siècle, cette idée de univers-île, où finalement, à cette époque-là, c'était essentiellement des philosophes qui se disaient, mais on a nous, mais y aurait-il possibilité d'avoir d'autres univers, d'autres mondes que le nôtre? Et ce cheminement, qui est essentiellement un cheminement philosophique, s'est transformé en un cheminement scientifique quand les gens ont commencé à observer des nébuleuses dans le ciel, et que ces nébuleuses ont été interprétées par certains comme des choses, et par d'autres peut-être des galaxies équivalentes aux nôtres. Mais qui dit galaxie équivalente aux nôtres dit que finalement notre galaxie n'est pas la seule, qu'il y a quelque chose de plus grand qui remplit ces galaxies. Et cette idée de l'extérieur par rapport à nous a finalement généré tout un bouleversement dans la pensée. Parce que si on se dit il y a quelque chose d'autre que notre univers, on peut se dire oui, notre univers finalement n'était peut-être pas forcément tout le temps comme ça. Notre univers a peut-être un passé, il a une genèse. Et dans ce cas, cette genèse, c'est quoi ? Et toutes les études qui ont été faites, c'était justement de savoir si on pouvait transformer nos observations d'astrophysiciens en des théories et en des scénarios. Donc il y a eu toute une succession. Je mentionnais Lemaître parce que c'est l'un des principaux artisans d'un point de vue conceptuel du concept de l'expansion de l'univers. Se dire que l'espace, alors c'est pas que l'univers grossit dans quelque chose, mais c'est que l'espace, qui pour nous est statique ici, finalement dans certaines conditions, notamment dans des conditions cosmologiques, s'étire. L'espace, les distances s'étirent. Et ça a été confirmé avec des observations d'Edwin Hubble. Donc ça, c'est un des premiers fondements. Le deuxième fondement, c'est bien entendu la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire aller au-delà de la gravité de Newton, qui est valide dans notre environnement très très local, mais qui au-delà de notre environnement local n'est plus valide. Et pour expliquer l'attraction gravitationnelle des objets, la nécessité de penser la gravitation différemment. Ne plus la penser comme deux objets qui s'attirent, mais la penser comme une trame, un champ de force, qui finalement impacte tout, mais dont l'impact dépend de la distance à laquelle on est. Donc la gravité est partout, et quand on est très proche, eh bien, cette attraction gravitationnelle agit comme si c'était une gravitation newtonienne, mais si on est à des distances très grandes, eh bien, elle se caractérise par des propriétés qui sont différentes. Et si on dit ça, enfin ce qu'a dit Einstein, si on dit ça, eh bien, on relie l'espace à son contenu. Et la traduction de cette petite phrase, quand on la définit au niveau de notre univers, c'est relier l'espace, donc l'ensemble du cosmos, à son contenu énergétique. Et ça a été fait. Et quand ça a été fait, justement, avec succès, ça a déterminé que si on relie le contenu énergétique de l'univers à son évolution spatiale, il y a forcément un moment où on a en même temps une expansion, mais une expansion à partir d'une singularité. Et cette singularité correspond à une concentration, une condensation de cette énergie. Qui dit condensation dit, comme je le disais tout à l'heure, pression, température. Qui dit tout ça dit rayonnement. Et qui dit tout ça dit quelque part un fond diffus cosmologique. Donc c'est une construction qui est en même temps qui est super fascinante. Moi, je suis complètement fascinée. Et puis, mais c'est une construction qui est aussi merveilleuse parce que elle est hyper récente, quoi. Ce sont les 100 dernières années dont on est en train de parler, début des années 20. Mais justement, j'allais te demander par rapport à cette recherche sur les tout débuts de l'univers,
ce qui est connu du grand public, c'est la notion du Big Bang, peut-être déjà un peu moins, mais du mur de Planck. Est-ce que toi, tu peux nous en dire quelques mots? Alors justement, le Big Bang, c'est le mot qui a été jeté par les détracteurs du Big Bang, mais qui en fait a été un peu Galvaudé. Voilà, galvaudé, mais surtout qui questionnait. En fait, ça venait d'un débat de la communauté scientifique. La communauté scientifique continue d'avoir du mal à se dire il y a une singularité. La singularité, c'est le moment où finalement nos connaissances, nos théories qu'on teste, qu'on développe, notamment les théories de la physique, bien entendu, arrivent à un point où on ne peut pas les appliquer. Je parlais tout à l'heure de la gravité newtonienne qui fonctionne à une échelle, mais qui ne fonctionne pas à toutes les échelles. Là, c'est la même chose, en fait. Avec la relativité générale, qui décrit la théorie de la gravité, appliquée à l'univers, arrive un moment dans les équations où on a une singularité. C'est-à-dire qu'on est censé atteindre un zéro. Alors, on est censé l'atteindre, pas tout de suite, ça peut être de manière asymptotique, mais cette singularité fait que toutes les lois de la physique qu'on connaît finissent par ne plus être applicables. Et du coup, ce concept-là était bien entendu très dérangeant, en particulier dans un environnement, à cette époque, dans les années, en particulier entre les années 40, les années 30 et jusqu'à plus tard, dans les années 60, où on disait mais non, en fait, la matière se crée au fur et à mesure, et donc on n'a pas un contenu de matière globale dont on va calculer la densité et qui va nous donner la manière dont l'espace va évoluer. On a de la matière tout le temps, on voit bien, il y a des étoiles qui s'allument, il y a des étoiles qui meurent, donc il y a une espèce de continuité, de continuité du processus qui fait que il n'y a pas du tout de singularité. Donc cette discussion entre les deux factions excluait le fait qu'il y ait vraiment une super expansion, qu'on arrive à la singularité, et se rajoute à cela le problème de la physique fondamentale, cette fois-ci, où la gravité, d'une part, décrit essentiellement les grandes échelles, le mouvement des astres, décrit le mouvement de Mercure autour du Soleil, les arcs gravitationnels, et à côté de ça, les lois de la physique de l'infiniment petit, la physique des particules, qui elles décrivent comment la matière apparaît, comment la matière interagit, et ces deux théories qui sont normalement juste deux représentations de notre univers, aujourd'hui, on n'arrive pas à les mettre dans un ensemble, dans une cohérence qui puisse nous dire, comme pour la gravité tout à l'heure, de se dire, en fait, on a une théorie au-dessus de ces deux-là, et que finalement, la théorie de la physique des particules, les théories du microscopique, enfin, plus que microscopique, de l'infiniment petit, sont juste une traduction de notre théorie supérieure, et la gravité, telle qu'on la connaît, relativité générale, sont une traduction des lois de la physique aux très grandes échelles. Et ça, c'est un peu le fameux mur de Planck. C'est le mur de notre ignorance actuelle. Est-ce que, parce qu'après je vais devoir laisser la parole aux gens. Je suis super. Non, en fait, on sait aussi. Alors, je ne vais pas te redemander toutes les questions qu'on s'était posées au moment où on avait fait cet entretien, mais nous, ce qui nous a passionnés, et puis ce qui a aussi fondé beaucoup les parcours des deux astrophysiciennes du spectacle, c'est la question de la naissance d'une passion. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter la naissance de ta passion pour le ciel? Alors, la naissance de ma passion pour le ciel. C'est une histoire d'amour, c'est vrai. Je pense que quand on a vécu, quand on a eu des moments dans sa vie enfant où on a été sous un ciel étoilé complètement noir, ce qui devient de plus en plus difficile de nos jours, comment dire, c'est très très personnel, donc c'est difficile de ne pas se poser de questions. En tout cas, bon, je dis ça globalement, il y a peut-être des gens qui ne se posent pas de questions, mais en tout cas, moi j'ai toujours été
j'ai toujours été interpellée par le ciel, sa beauté d'abord, parce que c'est d'abord ça en fait. C'est essentiellement beau, c'est grand, c'est mystérieux, c'est en même temps omniprésent et en même temps changeant. Et de toute petite en Kabylie, je suis algérienne et j'ai passé mes vacances, maintenant je suis française aussi, mais j'ai passé mes vacances en Kabylie à la montagne, à regarder le ciel, à être illuminée par des pleines lunes en été. Bon, voilà, c'était juste fantastique. Et pour moi, c'était voilà, le truc qu'on voit, mais qui reste le grand mystère. Jusqu'au jour où, à environ 9-10 ans, à l'école, ma prof était absente et puis une remplaçante qui est arrivée et qui, plutôt que de donner un cours, nous a lu des textes expliquant la création du système Terre-Lune, avec les différentes théories proposées pour expliquer le système Terre-Lune. Et alors là, ça a été une révélation incroyable, parce que j'ai réalisé qu'en fait, nous, les êtres humains, pouvaient expliquer, ou en tout cas proposer des explications pour des choses aussi grandioses. Et j'étais fascinée de me dire que on pouvait avoir la compétence, la capacité d'expliquer les choses, d'expliquer les processus, les phénomènes, des phénomènes aussi immuables, aussi grands que le ciel. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Et puis ça a continué. Alors après, ça a pris plein de formes parce que expliquer, je trouve ça génial. Expliquer la sociologie, expliquer la vie, expliquer le climat, expliquer les phénomènes, je trouve que c'est juste incroyable, plutôt que de les prendre juste comme ça. Et l'astro, parce que c'est fantastique. Et le choix de ton sujet, de finalement travailler vraiment spécifiquement sur le fond du cosmologique? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas très intéressée par comprendre un objet. Parce que justement, dans la singularité, donc l'aspect singulier d'un objet, ça permettait pas finalement de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Oui, enfin bon, c'est un peu peut-être un peu grosse tête ou cheville enflée, mais j'ai envie de comprendre les traits généraux ou les lois générales qui finalement sont les lois sous-jacentes d'une évolution globale à grande échelle. Une évolution globale à l'intérieur de laquelle il y a des spécificités, il y a des particularités qui m'intéressent aussi et sur lesquelles j'ai travaillé, mais sur lesquelles j'ai travaillé pour soit relier à finalement des grandes questions ou modifier ma compréhension de ces grandes questions. Donc j'ai travaillé sur des objets spécifiques, sur des amas de galaxies, sur des superamas, sur des galaxies. Mais à chaque fois avec cette idée de dire, ok, qu'est-ce que m'apprend le singulier sur le général? Et finalement, comme je l'expliquais tout à l'heure, enfin j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, le fond diffus cosmologique a cette particularité fantastique d'être un entre-deux mondes, entre le monde d'avant, avant qu'on ait accès aux informations, le tout début de l'histoire de l'univers, et le monde d'après, c'est-à-dire tout ce qui est impacté, tout ce qui modifie, tout ce qu'on a. Et c'est finalement un moment charnière de l'histoire de l'évolution de l'univers. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et par rapport au grand public, et après je vais vous laisser la parole, dans tes recherches sur le fond diffus cosmologique, qu'est-ce que ce serait pour toi une des découvertes dans ton parcours que tu aurais envie de transmettre, qui n'est pas forcément connue du grand public? Sur le fond diffus cosmologique, quelle est une découverte? Ou sur l'histoire de l'univers? Sur l'histoire de l'univers. Quelque chose qui te marque particulièrement et que tu aimerais bien dire. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est ça, j'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à choisir aussi. Alors, quelque chose qui, je pense, est fondamental, c'est que malgré toute la belle histoire, le beau scénario qu'on transmet, on ne comprend pas tout du tout. Et quand on explique le scénario a posteriori, ça fait sens et ça a l'air voilà, d'un savoir maintenant commun. Ce savoir s'est construit avec des erreurs, il s'est construit avec des falsifications au sens anglais, avec la contradiction de prédiction, la contradiction de théorie.
Mais ce scénario global, il y a énormément d'inconnus. Et peut-être que les plus grosses inconnues finalement de ce scénario sont le fait que même si on comprend le contexte général, tout ça c'est dans une idée qu'on a, dans des bases qu'on met, parce qu'on jalonne ce scénario de nos connaissances, et que ces connaissances, elles sont très très limitées. Par exemple, je vous parlais du contenu en énergie, du contenu de l'univers, de sa description et ainsi de suite, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que finalement, le contenu total de l'univers est fait à 95% de choses dont on ignore complètement la nature. Le contenu de l'univers est fait en gros, de matière ordinaire, c'est la matière qui nous fabrique nous, qu'on connaît, on appelle ça les baryons dans le jargon, d'environ 25% de matière noire dont on ne connaît pas la nature, mais dont on voit l'influence, dont on a absolument besoin de sa contribution pour expliquer les phénomènes astrophysiques, même pour expliquer des phénomènes physiques, et d'environ 70% d'énergie noire. C'est pareil, on ne connaît pas sa nature, mais on sait qu'on est obligé d'invoquer une espèce de force, un champ, pour expliquer l'accélération de l'expansion qu'on voit aujourd'hui. Et donc il y a 95% d'inconnus dans l'univers, et tout ce qu'on construit est basé sur l'observation de ces 5% qui sont finalement les galaxies, les étoiles qu'on voit. Donc c'est en même temps un scénario qui fonctionne, qui marche, qu'on teste, mais c'est un scénario pour lequel, là maintenant, on commence à poser les vraies questions, je dirais, à savoir de quoi est fait vraiment l'univers. Non, on va rester sur cette question avant les vôtres. De quoi est fait l'univers? Est-ce que vous avez des questions à poser à Nabil? Oui. Lorsqu'on regarde l'exemple dont on est fait dans le fond christologique, donc à cette origine, est-ce qu'on constate plutôt quelque chose de désorganisé, d'aléatoire, ou c'est quand même il y a une forme d'organisation? Alors, c'est ça qui est super génial, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit une organisation fantastique du cosmos. On appelle ça la toile cosmique. C'est un réseau, en fait, quand on regarde la distribution des galaxies, elles ne sont pas distribuées de manière aléatoire. Elles sont souvent distribuées, elles sont souvent en fait agglomérées. En fait, c'est vraiment grégaire, les galaxies. Là où il y en a d'autres, et plus il y en a, plus il y en a. Et ça forme les amas de galaxies. Ces amas de galaxies, on sait on les voit avec des observations, on les voit aussi dans des simulations numériques qui finalement reconstituent notre univers. On voit des filaments cosmiques qui relient ces amas de galaxies. Donc c'est très 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 organisé aujourd'hui. Et c'est très organisé grâce essentiellement à la gravité, parce que c'est la gravité qui fait que les objets se forment. Quand on remonte dans le passé et quand on atteint cette première lumière de l'univers, on voit des taches qui sont normalement, et qui sont en fait rattachées aux endroits où vont se former ces galaxies. On appelle ça des conditions initiales. C'est des zones de l'univers où il y a un tout petit peu plus de matière dans certains endroits, un tout petit peu moins dans d'autres. Les endroits où il y a un tout petit peu plus de matière, par la gravité, il y en aura de plus en plus, et ainsi de suite par effet, entre guillemets, boule de neige. Mais quand on regarde le fond diffus cosmologique, ces différences, elles sont hyper petites. Elles sont de l'ordre de 1 pour 1 million, 1 pour 100 millions. Et ces différences, pendant les environ 14 000 milliards d'années de l'évolution de l'univers, vont devoir se marquer pour former ce qu'on voit aujourd'hui qui est très structuré. Et malheureusement, si on appliquait la gravité, ce qui va former cette organisation, à seule la matière ordinaire, eh bien en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'arriverait jamais à construire l'univers tel qu'on voit aujourd'hui en 14 milliards d'années. Parce qu'il y a trop peu de matière ordinaire pour le faire. Et c'est une des raisons qui ont été invoquées, pas la seule, mais une des raisons qui ont été invoquées pour dire c'est pas possible. C'est la gravité qui a. On pourrait dire ok, il y a l'attraction électrique et tout, mais ça marche pas parce qu'il y aurait d'autres effets qu'on verrait. Donc tout ça est éliminé. Il n'y a que la gravité pour structurer l'univers. Et la matière ordinaire ne suffit pas. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles on sait qu'il y a quelque chose
qui doit être là pour rassembler la matière. Alors après, on peut se dire, on peut changer la gravité, on peut se dire que notre théorie de la gravité n'est pas la bonne, et que si on avait une gravité vachement plus efficace que celle d'Einstein, alors on ferait notre univers en 14 milliards d'années. Mais si c'était comme ça, enfin, si on avait une autre vraiment très très différente et vachement plus efficace, en fait ça clocherait ailleurs, parce qu'on verrait trop de galaxies, trop d'objets compacts, et donc on est en même temps, on a une certaine liberté de création, au sens de nos modèles et de nos théories, mais en même temps, on est hyper contraint par ce qu'on voit. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, parce que j'ai répondu un peu à côté, mais oui, quand on regarde l'univers, c'est globalement homogène, mais quand on dit ça en physique ou en mathématiques, il faut toujours dire à quel niveau. C'est homogène jusqu'à un niveau qui est de l'ordre de 1 sur 1 million, 1 sur 100 millions. Et ces toutes petites inhomogénéités suffisent justement pour dire que ça n'est pas totalement homogène. Est-ce qu'il y a une autre question? Je veux bien poser une question. On sait que l'expansion de l'univers s'accélère, et qu'est-ce que ça induit? Est-ce que ça induit un réchauffement de l'univers et Alors, l'expansion de l'univers, effectivement, donc dès les années 1920, 1930, l'observation de l'éloignement des galaxies les unes des autres était une preuve qui en fait a continuellement été construite et qui montre vraiment une expansion de l'univers. Donc c'est quelque chose qui est un des fondements de la cosmologie. Maintenant, l'expansion de l'univers, c'est pas quelque chose qu'on ressent, hein. Parce que justement, ce que je disais, c'est que les phénomènes physiques n'interviennent qu'à certaines échelles. Et l'expansion de l'univers, l'effet de l'expansion de l'univers n'est ressenti qu'à des échelles dites cosmologiques ou astrophysiques, à l'échelle de l'éloignement des galaxies. Par exemple, notre galaxie, et ses toutes proches voisines, hein, les nuages de Magellan, qui sont des petites galaxies, on ne sent pas du tout l'expansion, bien au contraire. En fait, les nuages de Magellan, qu'on voit super bien de l'hémisphère sud et du Chili, par exemple, les nuages de Magellan, eux, se rapprochent de notre galaxie et en fait sont en train de tomber sur notre galaxie par l'effet de la gravité. Parce que dans l'univers, il y a une compétition entre la gravité qui va avoir tendance à rassembler les choses et cette expansion de l'espace qui va avoir tendance à augmenter les distances. Cette expansion de l'univers, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter les distances. Qui dit augmenter les distances dit augmenter le volume de notre univers. Et les photons, l'énergie qu'il y a à l'intérieur de notre univers, en fait, va se diluer de plus en plus. Et donc, en fait, malheureusement, ça va faire de plus en plus froid aux échelles cosmologiques dans l'univers. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer indéfiniment jusqu'à ce que finalement cette expansion va dominer la gravité et déchirer la toile cosmique? On ne le sait pas encore. Et on ne le sait pas encore parce que justement, on ne connaît pas encore quelle est la nature du processus physique ou du phénomène qui fait cette expansion. Et donc on ne sait pas si c'est une époque ou une période spéciale, cette expansion qu'on voit aujourd'hui. Et à ce propos, en fait, juste une petite parenthèse, l'Agence spatiale européenne a lancé en juillet, c'était le 1er juillet, un super satellite sur lequel mon équipe, mon labo, et puis en fait sur lequel 2000 chercheurs sur le monde entier travaillent. C'est le satellite Euclide qui a été lancé donc, en juillet et qui a pour objectif de regarder la distribution des galaxies dans l'univers, la toile cosmique, et à partir de cette distribution des galaxies, déduire, définir, essayer de comprendre la nature de cette expansion de l'univers pour essayer de répondre aux grandes questions qu'on a. Moi, j'ai une question, mais déjà le nombre de galaxies, le nombre de galaxies dans l'univers, à peu près. Le nombre de galaxies dans l'univers, c'est de l'ordre de dizaines, voire de centaines de milliards de galaxies. Après, quand on parle de galaxies, en fait, il y a différents niveaux. Il y a les galaxies qu'on voit aujourd'hui ne sont absolument pas les mêmes que celles que leurs progéniteurs. Les toutes premières galaxies
est-ce qu'on peut vraiment les appeler des galaxies ou pas? On les appelle en général ce sont essentiellement des endroits où il y a de la matière et où on sait qu'il va y avoir des pouponnières d'étoiles, des premières étoiles. Mais ce sont des nombres vraiment totalement astronomiques. Alors, Euclide, il va... Alors, l'existence des galaxies, les galaxies sont formées tout au long de l'histoire de l'univers. Et en fait, ce qu'on capte, nous, ce sont les émissions des étoiles, donc la lumière émise par ces galaxies, dans la plupart du temps. Or, la lumière se déplace à une vitesse finie, et donc on ne peut avoir accès qu'à un temps ou un éloignement ou une distance dans le passé. Et donc, les satellites qu'on conçoit, ils sont optimisés pour voir jusqu'à un certain temps dans notre passé. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure sur le fond d'issue cosmologique, c'est que le fond d'issue cosmologique a cette particularité qui est que ce sont vraiment les premiers photons qui s'échappent et qu'on voit. Quand on regarde des galaxies, on est tout de suite freiné par le fait que le temps de déplacement de la lumière est fini à cause de la vitesse, et donc du coup on remonte jusqu'à un certain temps dans le passé. Euclide, par exemple, va observer les derniers 10 milliards d'années de l'univers. Et il reste 4 milliards d'années avant d'arriver, entre guillemets, à la singularité. Alors bon, 4 milliards sur 10 milliards, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est immense. C'est immense parce que ces 4 premiers milliards d'années sont ceux qui vont être vraiment le siège de la formation des toutes premières galaxies. Et pour y arriver, eh bien, il faut collecter les tout petits photons de rien du tout que les galaxies émettent. Et Euclide n'a pas la taille de télescope nécessaire, n'a pas les détecteurs nécessaires. Et donc là, je vais faire pareil, une parenthèse pub entre guillemets, avec Webb, dont vous avez peut-être entendu parler, le James Webb Telescope, qui a été lancé, c'était en décembre, il y a 2 ans, je crois. C'est un télescope spatial qui remplace, entre guillemets, au sens où qui surpasse le Hubble Space Telescope, HST, qui est essentiellement NASA, mais avec une très forte contribution européenne et française. Rappelons-le, les journalistes l'oublient souvent, c'est une collaboration NASA-ESA. Donc Webb a un télescope immense, c'est ça qui a fait sa complexité, son coût et ainsi de suite. Un télescope immense parce que pour attraper les photons éloignés de ces galaxies, il faut des surfaces collectrices immenses. Et donc, il y a un très très grand télescope qui lui permet, lui, d'aller encore plus loin, aux alentours de 12 milliards d'années, pour voir justement, on espère, les premières galaxies. Voilà. J'ai une autre question, mais c'est un peu plus sur votre parcours. Mais je vais passer la parole à venir après. On va s'il y a une autre question, puis sinon vous pouvez la poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Est-ce qu'on connaît la vitesse de l'expansion de l'univers? Alors là, justement, la vitesse d'expansion de l'univers, oui, on la connaît, mais en fait, on la connaît. On sait comment mesurer la vitesse d'expansion de l'univers, et il y a plusieurs façons de le faire. Une première façon, c'est de le faire de manière, entre guillemets, relativement directe, en refaisant un peu ce qui a été fait par Hubble, c'est-à-dire en observant, alors donc ce que Hubble a fait, en fait, c'est qu'il a observé des galaxies, et il a observé, en fait, les spectres d'émission des galaxies. Un spectre, finalement, c'est vraiment comme un code-barre, qui va indiquer qu'un élément chimique a une particularité très spécifique. Et donc c'est réellement un code-barre, c'est-à-dire que quand on connaît un spectre, quand on mesure un spectre avec les éléments chimiques, on peut quasiment tout dire sur l'objet. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, les raies d'émission, donc ces espèces de code-barres, peuvent être modulées, modifiées, déplacées en fonction de la vitesse. On appelle ça l'effet Doppler. En fait, on entend l'effet Doppler quand on entend les sirènes, quand on entend la déformation du son des sirènes quand elles passent à côté de nous avec la vitesse. Et on peut voir la même chose avec la lumière. La lumière, c'est juste des ondes, pas sonores, mais ce sont des ondes quand même. Et donc du coup,
Du coup, l'éloignement des galaxies, donc le fait qu'il y ait une vitesse imprimée à ces objets, va modifier, va décaler les raies d'émission, et donc on peut calculer ça. Mais on ne peut le faire que quand on est capable de mesurer les spectres d'émission des galaxies, et comme je le disais tout à l'heure, plus on va loin et plus c'est compliqué, parce que il faut des spectres de très haute qualité pour s'assurer vraiment que c'est un déplacement, pas un élargissement, enfin voilà, c'est super complexe. Alors une autre méthode, c'est de se dire, plutôt que de regarder la galaxie en tant que telle, je vais regarder des phares, vraiment des phares à l'intérieur des galaxies, et on appelle ça des chandelles standards. Alors, je prends ma chandelle, mon phare, mon objet lumineux, et ce sont les supernovae. Ce sont des étoiles, une des phases de la mort des étoiles qui explosent, et en explosant, elles illuminent vraiment, elles ont une quantité d'énergie mais faramineuse, et on les voit de manière hyper impressionnante, on les voit même à l'œil nu, donc ça a été vu à certains endroits. Et ces objets-là ce sont des étoiles mortes, enfin qui sont en train de mourir, donc ce sont les constituants des galaxies. Et si on sait, ou si on comprend, ou si on a un modèle qui explique l'explosion et la luminosité de ces étoiles, eh bien comme pour une chandelle, si ma chandelle elle est à côté, je la vois, elle est super lumineuse, mais si je la mets de l'autre côté de la salle, sa lumière elle va être un petit peu raccourcie, quoi. Et si je sais quelle est la lumière émise par ma chandelle là, et que je la déplace là-bas, et que je vois la lumière émise là-bas, je peux mesurer la distance, parce que je sais que pour qu'elle apparaisse moins lumineuse parce qu'elle est là-bas, il faut qu'elle soit éloignée de moi à cet endroit. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que les collègues ont fait dans les années, fin des années 90. Ils ont utilisé les supernovae, et ils ont vu que finalement la lumière des supernovae ne diminuait pas de manière ne diminuait pas de la manière dont on s'attend s'il y a une expansion toute simple, mais qu'il fallait avoir une expansion accélérée pour que cette lumière diminue de cette manière. Ça, c'est une manière de le faire, c'est la manière la plus robuste aujourd'hui pour le faire, et donc j'ai été très très long comme d'habitude, mais voilà, on sait comment le faire. Je prends le micro. Je me demandais si vous pouviez revenir au début de la discussion que vous aviez toutes les deux. Vous disiez qu'il y a quand même un pont, il y a quand même une charnière entre la recherche, entre la création. Et moi, je m'imaginais un pool de scientifiques, vous voyez, comme des scénaristes. C'est ça que vous disiez tout à l'heure, que vous imaginez des développements, vous imaginez des histoires, vous imaginez des alternatives, comment ça pourrait être en buvant du café, fumant des cigarettes, comment on ferait nous quand on travaille dans un théâtre. C'est exactement ça. Ouais. En fait, le travail est un travail collectif, c'est un travail qui est à l'international. Et ça, il faut le rappeler, les instruments qu'on utilise, les connaissances qu'on utilise sont des connaissances qu'on ne peut pas restreindre à du local, à du national. Il n'y a pas la science n'a pas de nationalité, heureusement. Enfin, ça ne devrait pas en tout cas. Et donc, ce sont des convergences. Alors des convergences de compétences techniques, mais pas uniquement des compétences techniques. Parce que dans chaque explication donnée à un processus complexe, notamment en astrophysique, il y a ce gros problème qui est que contrairement à des sciences expérimentales, où on peut avoir sa table d'expérience et puis faire et refaire et puis dire que non, ça marche pas et donc ça n'est pas ça. Quand on est face à des objets astronomiques, on ne peut pas, maintenant on peut un peu, mais on ne peut pas aller et expérimenter, et donc on ne peut travailler que par faisceau d'indices. Des indices, mais pas juste des idées farfelues, des indices appuyés sur de la théorie, des lois de la physique, des lois de base sur lesquelles on construit. Il y a une construction, une vraie construction, une construction scénaristique. Exactement. Et quand on explique un objet, l'évolution d'une galaxie, quand on explique l'évolution d'un amas de galaxies, l'évolution de la toile cosmique, on raconte une histoire réellement. On raconte cette histoire sur la base d'observations, sur la base de la théorie, mais on raconte une histoire. Et il y a différentes manières de raconter cette histoire, parce qu'on peut mettre l'accent sur un aspect de la physique, sur un autre aspect de la physique. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, ça veut dire qu'on a décidé de mettre l'accent sur, par exemple, sur la formation,
par exemple la formation des galaxies, on peut mettre l'accent sur le processus de l'allumage des étoiles et raconter la formation des galaxies comme, voilà, les étoiles s'allument et donc voilà, on va avoir une pouponnière et ça va faire une galaxie. Mais on peut se décaler de cette histoire et raconter une autre histoire. Les galaxies sont des réceptacles d'un gaz qui va évoluer. Et donc, du coup, on met la galaxie non pas comme le centre de notre étude, mais plutôt comme la confluence de l'interaction du reste. Voilà. Alors, il y a aussi un aspect, je pense, qui est, en tout cas que moi, je pense, humblement, qui rapproche les sciences de la... En tout cas, les sciences sont ma démarche. Je vais être modeste et c'est ma démarche. Peut-être d'un aspect de création, c'est qu'en fait, on est toujours sur la brèche. Parce que quand on décide d'expliquer, ou en tout cas, on dit qu'on va expliquer l'univers avec un scénario basé sur des faits, des observations et des théories, ben, on n'est pas du tout à l'abri que ce scénario soit pas le bon. Et donc, on est toujours sur la brèche par rapport à la réalité, au sens a-t-on vraiment bien traduit les choses, et par rapport aux collègues, parce que, comme je le disais, d'autres peuvent proposer d'autres scénarios. Et donc, il y a être sur la brèche et de se dire, bon, ben, est-ce vraiment ça ou pas? Mais à propos de ça, on discutait tout à l'heure des 2 chantiers sur lesquels tu es en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire un mot d'un des 2 chantiers qui est quand même un grand chantier de collaboration que tu démarres? Alors, lequel? Le Parce que les deuxièmes. D'accord. Le deuxième, le premier. Le temps qu'on a, parce que je ne sais pas si tu vas avoir le temps d'expliquer les deux. Alors effectivement, dans cette discussion qu'on avait tout à l'heure, à savoir le moment charnière du fond diffus cosmologique, parce qu'il est à l'interface entre ce qui nous donne les prémices des galaxies et la fin, la toile cosmique qui nous donne ce qu'on voit, comment fait-on le lien entre ces 2 objets? Comment finalement peut-on expliquer correctement? On sait le faire, hein, mais comment peut-on le faire de manière holistique? Eh bien, sur ce projet-là, il ne s'agit pas juste d'avoir des télescopes, il ne s'agit pas juste de faire de la physique, mais il s'agit aussi de faire appel à des compétences autres, à des compétences de mathématiques appliquées, des compétences de statistiques, des compétences d'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, on n'a qu'un seul univers, on aimerait multiplier nos simulations pour savoir si statistiquement notre univers est unique ou pas. Si finalement toutes les conditions initiales que nous impose l'observation du rayonnement fossile vont obligatoirement finir à cet univers que nous avons aujourd'hui, et justement pour répondre à toutes ces questions, eh bien, on est en train d'essayer de faire converger des aspects très très divers de la recherche, mais aussi, et c'est un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui est super rigolo, qui est super excitant, qui est que on peut très bien prendre le chemin inverse. On peut se dire, ok, il y a le rayonnement fossile qui nous dit les conditions initiales et je vais faire évoluer ça. Mais on peut prendre le chemin inverse. Aujourd'hui, voilà ce qu'on voit autour de nous. Est-ce que je peux faire le chemin inverse? Est-ce que je peux dérouler l'histoire de l'univers? Est-ce que je peux prédire en arrière? Et aujourd'hui, c'est plus ou moins possible. C'est plus ou moins possible parce qu'en observant les galaxies locales, les galaxies proches de nous, on peut, parce qu'on sait que la position, les caractéristiques de ces galaxies sont essentiellement imprimées par la gravité, par leur interaction, ainsi de suite, on peut faire des petits pas en arrière et dire, bon, la galaxie aujourd'hui est ici, mais si elle est aujourd'hui ici, c'est parce qu'elle a eu une influence gravitationnelle qui vient de ce côté, et on déroule, et on arrive finalement à simuler en arrière l'univers. On appelle ça en fait des simulations contraintes, parce qu'on ne laisse pas juste aléatoirement, mais on les contraint par nos observations. Et ça, c'est franchement super génial, parce qu'on arrive aujourd'hui à avoir des répliques, pas un pour un, mais vraiment très proches, des répliques de certaines structures
qu'on observe aujourd'hui. Des structures comme des superamas de Chapelet, le superamas de la Vierge, et on en a des répliques aujourd'hui, et qui nous permettent là, du coup, d'avoir un objet répliqué, dans lequel on peut là tout lier, faire toutes les simus, faire toutes les hypothèses, et sa contrepartie vraie sur le ciel. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais... Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Il y en a encore 2 déjà. Oui, bonjour. J'avais une remarque et une question. En fait, ma remarque, je voudrais dire que votre discours est très rafraîchissant. Parce que nous, on est plusieurs ici à faire partie de la Société astronomique de Bourgogne. Donc on fait une œuvre de diffusion de la culture scientifique. J'ai un t-shirt aussi. et c'est vrai qu'on c'est très bien de montrer en fait que la démarche artistique finalement est très commune à la démarche scientifique. On est souvent confronté à du public qui nous dit mais de toute façon j'ai toujours été nul en maths, la physique j'ai jamais rien compris. Et on essaie de lutter contre ça. Moi aussi. N'est-ce pas? Et donc j'imagine qu'on a les mêmes combats. Et c'est vrai que quand on parle avec des scientifiques, on voit souvent qu'en fait la démarche de recherche elle est liée à quelque chose de l'ordre de la création. Comme je dirais qu'un artiste a aussi a en face de lui une espèce d'obsession, comme on peut l'avoir sur le fond diffus cosmologique, et qui travaille avec ça et qui structure ça en le confrontant, comme en physique on confronte à la réalité, en art on le confronte à un public, on le confronte à des choses, donc il y a un besoin de structurer une obsession dans les deux cas, je dirais. Et donc on essaie de diffuser cette image-là auprès du public, donc le fait que vous interveniez là-dessus est très très bien pour nous, ça nous permet de rajouter du discours là-dessus. Et aussi, plus personnellement, je trouve qu'il y a un rapport, quand vous parlez de la Kabylie et du ciel de Kabylie, je trouve un étonnant rapprochement entre une passion qui naît d'un enfant né dans la Nièvre, pas loin d'ici, sous un ciel absolument formidable, et ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Et ma question, donc, l'expansion de l'univers, l'expansion accélérée de l'univers, c'est une théorie, une observation qui a eu un prix Nobel en 2011, je crois, qui a été découverte en 1999. Et aujourd'hui, il me semblait que les dernières observations, c'est-à-dire que la manière de calculer l'expansion, le taux d'expansion de l'univers, n'est pas cohérente entre ce que mesure Planck, avec Planck, et les chandelles cosmiques, il me semble. Donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était, et est-ce que des satellites comme Euclide pourraient répondre à ces questions-là prochainement. Alors, je me suis arrêtée quand j'ai répondu à la question du monsieur derrière sur est-ce qu'on peut calculer. J'ai failli, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas digresser sur ça. Parce qu'effectivement, je vous ai décrit une manière de mesurer la vitesse de l'expansion de l'univers, mais il y a d'autres manières de mesurer la vitesse de l'expansion de l'univers. Les autres manières n'utilisent pas des chandelles, mais utilisent les autres manières utilisent la distribution de la matière, par exemple, à plus grande échelle. Donc là, on va aller voir la structuration dont je parlais, cette structuration qui est liée à la gravité, mais cette gravité, cette attraction gravitationnelle, elle est compensée, ou en tout cas elle est contrecarrée par l'histoire de l'évolution de l'univers et donc par son expansion. Et on comprend bien qu'en fonction de la manière dont l'univers s'expand, eh bien, on va être plus ou moins efficace à être structuré en filaments, en amas de galaxies et autres. Donc, si on calcule très précisément la structuration de la matière, alors, dans cette structuration de la matière, interviennent des quantités qui sont, par exemple, la vitesse de l'expansion de l'univers. Et Euclide a pour objectif, justement, de faire ça. D'observer les galaxies, énormément de galaxies, de l'ordre de la dizaine du milliard de galaxies, les observer jusqu'à 10 milliards d'années-lumière, pour voir non pas cette structuration en instantané aujourd'hui, mais voir l'évolution de cette structuration, et pas n'importe quand, voir l'évolution de cette structuration pile au moment où on sait que l'accélération d'expansion domine. Parce qu'avant une certaine période, on était essentiellement dominé par la gravité. Après, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on est pile au moment où il y a cette domination, je ne sais pas quoi, où finalement l'accélération de l'expansion prend le pas sur la gravité. Et c'est pour ça que Euclide voit spécifiquement, on va observer spécifiquement dans cette gamme de temps.
Et donc ça, c'était un des objectifs. Euclide va faire d'autres choses. En fait, Euclide va essayer de... Parce que quand on mesure d'une manière, ben, voilà, on n'est jamais sûr que c'est la bonne. Hein. À preuve, on a mesuré avec les chandelles standards et on n'est pas complètement... Donc on revient à cette démarche scientifique qui est, on a un univers, on n'y a pas accès, mais il faut qu'on utilise de multiples observations pour converger. Donc Euclide va faire autre chose. Euclide va mesurer la déformation des formes des galaxies. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, les galaxies, quand on les observe, c'est un peu comme on regarde au cul d'un verre et qu'on voit que la quantité de verre qui est en excès par rapport au reste va défléchir, va défléchir les rayons lumineux et va donc déformer ce qu'on regarde derrière. Faites l'expérience et vous verrez. On voit ça aussi quand on est dans une piscine et qu'on voit finalement le fond de la piscine un peu tordu par le fait qu'on regarde à travers de l'eau. Et là, on ne regarde pas à travers de l'eau, on ne regarde pas à travers du verre quand on est dans l'espace, on regarde à travers de la matière, essentiellement de la matière noire. Et donc cette matière noire va défléchir les rayons lumineux, va déformer la forme des galaxies. Et cette déformation, elle dépend en même temps de la quantité de matière, mais en même temps du chemin parcouru par les rayons lumineux. Et ce chemin parcouru par les rayons lumineux, il est imprimé, ou en tout cas, il dépend de la quantité et de l'accélération de l'univers. Donc voilà, donc c'est une autre manière par laquelle Euclide va mesurer la vitesse d'expansion. Une autre manière de le faire, qui est par contre totalement indirecte, c'est de regarder le champ diffus cosmologique. Et c'est là où, quand on regarde le fond diffus cosmologique, on ne regarde pas directement l'effet de l'expansion, mais on ne regarde pas directement l'expansion au sens géométrique, mais on va regarder l'effet de l'expansion sur la forme des taches et sur leur taille, sur la manière dont le nombre de taches en fonction de leur forme va décroître en fonction de l'échelle. Et donc, du coup, c'est totalement indirect. Et c'est un sens où, bien entendu, hein, dans mes discours, dans mes discussions avec les collègues, je suis super excitée par cette différence, mais quelque part, c'est super génial d'avoir déjà des choses aussi proches, qui sont certes différentes hein, d'un point de vue de la physique, parce qu'on regarde deux mesures, on regarde la barre d'erreur de ces mesures, et quand les barres d'erreur des mesures sont accolées, on se dit c'est compatible. Quand les barres d'erreur des mesures sont séparées, on dit oh là 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 là, là il y a un problème. C'est le cas aujourd'hui avec la mesure de Planck et la mesure notamment des chandelles standards. Mais quelque part, on n'est pas en train de parler d'ordre, de grandeur, de différence, on est en train de parler de pouillèmes qui sont bien entendu encore en train d'être étudiés et qui ouvrent plein de domaines, parce que c'est clair que quand nous, scientifiques, on voit ça, on se dit « Ah, mais c'est génial, est-ce que ça ne serait pas la preuve que finalement, on a tout faux ?» Parce qu'en fait, la seule chose dont on rêve, il faut le dire aussi, en dehors d'essayer d'expliquer, c'est d'avoir faux et de trouver des choses vachement plus excitantes et rigolotes à découvrir. On vous remercie beaucoup d'être venu nous parler.